Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Une autre fois, on peut dire mission accomplie. La population d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec a été très généreuse. Le 29 janvier dernier, plus de 514 125 $ a été amassé sur un objectif de 400 000 $. Alors, pour nous en parler, je reçois personne très dynamique et très heureuse ce matin à quelques jours de la fin de ce Téléthon de la ressource, le directeur général de la ressource pour personnes handicapées, M. Rémi Mailloux. Monsieur Rémi Mailloux, bonsoir. Bonsoir. Vous avez le sourire tellement facile. Bien, vous l'avez tout le temps, le sourire facile. Mais là, il me semble que je le vois un petit peu plus grand encore. Est-ce que je me trompe? C'est sûr, parce que on va avoir une belle année encore cette année avec des sous supplémentaires qui vont nous permettre de répondre à plus de demandes. C'est ça, parce que c'est sûr que je vous reçois à chaque année avec grand plaisir. C'est un honneur pour moi que de vous recevoir, M. Mailloux. Je vous reçois avant le Téléthon. Vous venez nous parler des objectifs. Vous venez nous parler du président d'honneur. Rosie vient avec vous qui vient ici pour nous parler de l'aspect musical de ce Téléthon. Puis, je vous reçois après aussi, parce que moi, j'aime ça vous donner la parole, parce que quand on peut dire mission accomplie, mais il y a tellement de monde qui gravite autour de Rémi Mailloux lors d'un Téléthon, c'est comme des petites fourmis. Oui, exactement. Tu as vraiment l'image parfaite. C'est des fourmis qui travaillent, puis vous savez que c'est fort, des fourmis. Oui, parce que ça porte plusieurs fois leur poids, là, hein? Plusieurs fois. Puis je pense qu'ils portent, l'ensemble des bénévoles portent le Téléthon d'une manière exemplaire. Quand on regarde la machine, là, quand il y a eu pas d'accro, ça roulait comme au corps de tour. Ah oui, oui. C'était fantastique. Les artistes qui étaient là, ils ont découvert notre région, ils ont découvert le cœur de notre région. Le cœur de notre région. Ça, c'est important de le dire. Laurent Jalbert en parlait justement. Annie Blanchard en a parlé aussi, mon Dieu. Et c'est une habitude, je dirais, une habitude, c'est que chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, puis il ne faut pas oublier le nord du Québec non plus, chez nous, on sait le recevoir. Puis, il me semble que l'on marque chaque fois une personne de l'extérieur qui s'en vient chez nous, elle repart, elle est marquée de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Exactement. Puis ils partent avec le cœur rempli de joie, puis il y a aussi le sentiment du devoir accompli qu'ils ont fait avec l'ensemble des bénévoles. Et je dis ça, M. Marcoux, parce que, en toute humilité, je parlais, il n'y a pas tellement longtemps, avec Marc Hervieux. Tout le monde connaît Marc Hervieux, le ténor extraordinaire du Québec. Et je parlais avec lui, et c'est lui qui me disait aussi que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, ils sont spéciaux. Parce que, il dit, on va aller un peu partout. Les gens sont formidables, mais il dit, chez vous, ce n'est pas pareil. Puis, les artistes qui viennent au Téléthon de la ressource disent la même chose. Donc, on sait recevoir, M. Mailloux. Oui. Puis, on voit qu'on est ici serré en Abitibi-Témiscamingue. C'est une grande famille. Puis, ils sont vraiment ébahis de ça. Les artistes de la région aussi qui fournissent tout leur talent, c'est vraiment extraordinaire, généreux. Puis, quand on regarde toute cette générosité-là, il faut aussi essayer durant la journée de prendre un recul. Parce que des fois, tu dis, voyons, ça va arrêter. Ça va arrêter. Ben non, il y en a qui rajoutent, puis qui rajoutent, puis qui rajoutent. Puis là, tu dis, ben mon Dieu. Parce que, M. Mailloux, vous êtes dans ça depuis plusieurs années. Et vous vous souvenez, il n'y a pas tellement longtemps, on était dans le 300 000 $. Ça fait pas longtemps, là. On ne parle pas d'une décennie, là. Ça fait pas longtemps. Après ça, il n'y a pas longtemps non plus, on parlait
du 400 000 et plus. Là, on est rendu au demi-million et plus, 514 125 Ça va arrêter où? Il ne faut pas que ça arrête. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, moi, je dis aux gens, savourons, puis il faut faire ça, savourons le moment présent. Oui. Demain sera un autre jour. C'est ça. OK. Savourons le moment présent. Il faut dire aussi qu'on touche de plus en plus de monde avec les services. Ça fait que c'est le principe de la boule de neige. Plus qu'on touche du monde, plus que... Plus on la roule, plus elle grossit. C'est ça. C'est ça. Ça fait que si l'organisme ne ferait pas l'ouvrage ou ne répondrait pas à la demande, ben là, peut-être que la roue va arrêter de grossir. Okay. Mais une chose est certaine, M. Mailloux, c'est que est-ce que ce montant-là va suffire à la demande? Ça, on le dit à chaque année. Mais on est rendu à 514 125 mais ces sous-là, là, on en a besoin. Ah ben oui. Ils sont obligatoires. Oui, oui. Puis ça semble gros, Gabi, là, ça semble gros en 1 million. Puis c'est gros, là. Mais divisé par 1709 Voilà, exactement. Puis il y a tout le temps des membres qui se rajoutent, puis des membres qui se décèdent. Nous autres, on perd à peu près une centaine de membres par année à cause de décès, de mortalité. Exactement. Ça fait que c'est sûr que la demande est comme... Puis des fois, il faut faire des choix. On ne peut pas tout payer, mais on fait un maudit bon bout avec ça. Parce exactement. Que, tu sais, moi, puis, mais tant et aussi longtemps qu'on va travailler avec les gens de la région, c'est-à-dire les CLSC, les centres de réadaptation de la Maison Claire-Foyer, puis qu'on va arriver à maximiser cet argent-là, parce qu'il y a une plus-value qui se fait en travaillant ensemble. Monsieur Mailloux, 30 secondes pour vous avez des remerciements à faire. Bien, c'est sûr que moi, là, je suis vraiment fier d'être habitué, Témiscamingue, puis nord, dans la partie du nord du Québec. Puis je remercie profondément tout le monde qui nous appuie d'année après année. Puis soyez persuadés qu'on va, toute l'équipe de la ressource va faire tout en son travail pour être à la hauteur de la confiance que vous nous accordez. Et je suis persuadé que la ressource est à la hauteur, soyez sans aucune inquiétude. Moi, j'aimerais juste, en terminant, M. Mailloux, vous remercier de votre présence ici et puis remercier les gens, tous les bénévoles qui gravitent autour de ce Téléthon, les belvédères, entre autres aussi, tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Président d'honneur, merci infiniment. À l'animation, Isabelle Harvey qui a fait encore un travail extraordinaire et tous les autres animateurs des autres plateaux. Rosie également qui a encore fait un travail extraordinaire à la direction musicale. Merci infiniment. Et on se donne rendez-vous l'an prochain, M. Mailloux. Certainement. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Enfants battus, enfants mal nourris, attachés à leur lit, brûlés et même étranglés. La DPJ envoie régulièrement. J'en discute avec mon invité de la DPJ Abitibi-Ouest, Mme Nancy Lemieux. Madame Lemieux, bonsoir. Bonsoir. Moi, là, Madame Lemieux, quand je fais une entrée d'émission, une intro, qu'on appelle, là, puis quand les mots que l'on dit se résument à enfants battus, mal nourris, maltraités, attachés à leur lit, brûlés, puis même étranglés, là, moi, là, est-ce que l'on vit dans le 21e siècle aujourd'hui? En fait, on en rencontre des situations qui briment la sécurité des enfants puis leur développement, puis on en rencontre, malheureusement.
moi là, j'ai de la misère parce que je suis pas capable, c'est pas compliqué, là, je suis pas capable de m'imaginer. Je vais être poli, là, je vais dire un être humain, là, pour pas dire d'autre chose. Là, OK? Mais qu'un être humain soit capable de brûler son enfant avec une cigarette, peu importe quoi, de mal le nourrir, puis même peut-être de même pas le nourrir pantoute, parce que monsieur va prendre sa bière à la place de l'acheter un pain, là, je dis ça de même, là, tout simplement. Là. Moi, je ne peux pas le concevoir là, dans mon intérieur, puis peut-être, là, vous êtes pareil, vous aussi, je ne le sais pas, mais moi, là, dans mon intérieur à moi, là, moi, je ne peux pas là, concevoir qu'il y a des êtres humains. Bon, moi, je vais me retenir pour ne pas dire des gros mots, là, mais qu'il y a des êtres humains qui peuvent agir comme ça envers un enfant. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous apportez. En fait, des gens qui brûlent leur enfant ou qui les étranglent ou qui les maltraitent à ce point-là, il faut comprendre que c'est des gens qui sont souffrants, très souffrants, comme vous l'exprimez. C'est difficile à décrire, mais c'est des gens qui sont très souffrants. Et dans la proportion des gens qui font des sévices aux enfants, alors c'est souvent les parents ou le gardien des enfants qui font des sévices aux enfants. Maintenant, heureusement, on n'a pas tous des dossiers comme ceux que vous présentez, là. Heureusement. J'espère. Par contre, quand on regarde ça, il y a des parents qui sont souffrants, puis ils ont besoin d'aide au niveau de leur capacité parentale. On a besoin de les aider à apprendre comment être parent. Une très faible proportion sont des parents qui ont des problèmes de santé mentale ou des choses comme ça. Mais c'est à très faible proportion. La plupart du temps, c'est par manque d'habileté. Puis souvent, les parents qui donnent des claques à leurs enfants ou qui les privent souvent de nourriture, ou souvent c'est Ils punissent. On va te punir, tu ne pourras pas asseoir. C'est ça. C'est pas une punition, ça. Mais c'est ça. Mais eux, leur motivation, c'est de l'éduquer, leur enfant. Hein? Alors que c'est pas de cette façon-là qu'on doit s'y prendre. Comme vous dites, on peut s'y prendre d'une autre façon, on peut discuter avec eux, on peut leur donner des conséquences qui sont acceptables. Mais de priver un enfant de nourriture ou de lui faire connaître des sévices corporels, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'on est là, pour les aider, pour outiller les parents à mieux agir comme parents avec leur enfant. Ça, là, Madame Lemieux, quand on voit ça, puis on voit ça régulièrement là, à la télévision, au bulletin de nouvelles, là, on lit ça dans les journaux. Puis on se dit, bon, ça arrive à Montréal, ça arrive dans les grands centres. Pas juste dans les grands centres. Ça arrive chez nous. On a des bureaux de la protection de la jeunesse. Le centre jeunesse couvre la province de Québec en entier. Puis ici, en Abitibi-Témiscamingue, on a le centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. On dessert tous les grands points de service comme Rouyn, Lassar, Amos. On a des points de service dans toutes les grandes villes et les communautés autochtones aussi. Donc, on dessert la population de l'Abitibi-Témiscamingue et on rencontre des situations comme on entend à la télévision. Puis, souvent, ce qu'on entend à la télévision, ben c'est des histoires d'horreur. Malheureusement, on n'entend pas les histoires avec un gros H. Un gros H. Mais malheureusement, on n'entend pas les situations auxquelles la protection de la jeunesse a réussi à aider des familles. Oui, sûrement. Et les parents. Ça, on n'entend pas. Malheureusement. Mais pour les enfants, il y a, dans grande proportion, il y a des grandes améliorations dans leur famille. Puis les parents, souvent, ils réussissent à adopter des comportements qui sont différents avec leur enfant. Mais ça prend de l'intervention, par contre. Moi, là, si je vous demandais l'âge moyen de ces enfants-là qui sont maltraités, qui sont abusés, en tout cas, on peut employer un paquet de mots, là, mais mettons, on parle pour chez nous ici, là, l'âge moyen de ces enfants-là, ça serait quoi? L'âge moyen, c'est environ entre 0 et 12 ans. On a 55 des dossiers qui sont à la protection de la jeunesse qui sont âgés entre 0 et 12 ans. L'autre proportion, 45 environ, c'est entre 12 et 18 ans. Mais en grande partie, c'est 0-12 ans. Dans les chiffres, c'est sûr qu'on pourrait s'enfarger dans les chiffres beaucoup, mais c'est parce que j'aime pas très souvent donner des chiffres parce que des fois, on peut faire dire toutes sortes de choses à des chiffres, mais il reste un fait pareil. C'est que 3264 signalements d'enfants négligés
ou abusés. Ça, c'est seulement dans notre région. On parle d'une hausse en Abitibi-Témiscamingue de 11 en 2010-2011, comparativement à une moyenne des 5 dernières années de 8,3 C'est quoi ce qui s'est passé pour tomber de 8,3 à 11 l'an dernier? Je vous dirais, c'est sûr que des fois, ça peut être difficile d'expliquer. Par contre, la protection de la jeunesse, le centre jeunesse, est beaucoup mieux connu comparativement. Donc, les gens de la population, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, et les professionnels connaissent mieux encore la protection de la jeunesse et ils connaissent l'obligation de signaler. Fait que les gens appellent, dénoncent les situations et c'est correct comme ça. Et aussi, ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a beaucoup de consommation en région. Donc, ça affecte, je veux pas, les habiletés parentales des parents. Donc, à ce moment-là, les enfants sont souvent privés de réponses à leurs besoins essentiels. Expliquez-moi une chose, Madame Lemieux, parce que moi, j'ai de la misère à comprendre dans ce sens que c'est sûr que chaque personne est formée comme elle est formée. Moi, j'ai de la misère avec ça. Comment un parent peut frapper un enfant jusqu'à temps qu'il ne respire plus quasiment, puis je parle d'un enfant, là. Je parle pas de 8, 9, 10, 11 ans, là. Je parle d'un enfant au berceau, là, qui a 2, 3, 4 mois, 1 mois, 2 mois, parce qu'il pleure trop, ils vont le frapper, ils vont le secouer. Le bébé secoué, moi je suis pas capable, je m'excuse, mais ça n'a aucun sens. Est-ce que le parent, à ce moment-là, a perdu les nerfs, comme on dit. Les nerfs, puis il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait. C'est un peu tout ce que vous dites, en fait, c'est qu'un enfant en 0 à 1 an est plus à risque d'être secoué parce que souvent, les bébés, les petits poupons, ils pleurent beaucoup et les parents qui perdent patience, si on veut, c'est qu'ils viennent à bout de nerfs. Ils ne savent plus quoi faire pour consoler le bébé. Le bébé, il pleure, ils ne savent plus, y a-tu soif, y a-tu faim, il faut le changer de couche, on va essayer de le calmer, on lui donne sa suce, on se promène. Si tout ça ne fonctionne pas, les parents viennent à bout, puis ils ne savent plus quoi faire. Par contre, ce qui est à faire, un conseil qu'on peut donner, entre autres, c'est qu'il y a des enfants qui pleurent beaucoup et les parents, ce qu'ils doivent faire, c'est tenter de le consoler, oui, mais de demander de l'aide. Avant de prendre les nerfs puis plus savoir quoi faire, on appelle la grand-maman, on appelle une tante, la voisine, même à la limite. On crie à l'aide, autrement dit. Effectivement, puis à la limite, l'enfant, le poupon, il est plus en sécurité dans son berceau, dans sa couchette, d'aller prendre de l'air. On revient un petit 2 minutes, on sort de la pièce, on se retire, on peut appeler quelqu'un pour venir nous aider. Mais l'enfant est plus en sécurité dans sa couchette si on est à bout de nerfs que d'essayer de le consoler à tout. Est-ce que, peut-être une question là, bizarre, mais en tout cas, je vous la pose pareil. Est-ce que dans les foyers éclatés, que l'on appelle, je prends l'exemple de l'homme, ça peut être la femme aussi, là, mais je vais prendre l'exemple de l'homme ce n'est pas son enfant. C'est l'enfant de sa nouvelle conjointe. Est-ce que c'est plus fréquent chez les couples éclatés que c'est le père et la mère, c'est leur enfant? Ils vont peut-être faire plus attention que l'homme en question, ce n'est pas son enfant, mais c'est l'enfant de sa conjointe. Louis, tu commences à me tanner, puis c'est pas moi qui t'a fait, puis etc. Je sais pas, là, on peut... Moi, c'est sûr qu'il y a des données de chiffres, je sais pas, mais une chose est sûre qu'on en rencontre. En fait, c'est quand ils ont un rôle d'autorité parentale. Dès qu'ils ont une responsabilité parentale, qu'ils ont un rôle de parent à jouer, ils sont aussi appelés à faire l'éducation de l'enfant. Fait que c'est sûr que peu importe, aussitôt qu'il y a un rôle parental à jouer, sont propices à utiliser les méthodes éducatives déraisonnables, si on peut prendre. Oui. Mais c'est à l'autre parent, c'est au parent principal à prendre les moyens aussi pour éviter que son conjoint ou sa conjointe utilise des méthodes comme ça. Le parent demeure responsable de son enfant. Vous en avez parlé un petit peu, j'aimerais ça qu'on revienne sur ça, Mme Lemieux, parce que quand on prend cette hausse de quand même presque 3 à comparer avec les 5 dernières années pour 2010-2011, est-ce qu'on peut mettre ça surtout sur la sensibilité à la maltraitance? Les parents
dénoncent plus. Ou peut-être que les grands-parents aussi peuvent plus dénoncer. Est-ce que ça peut être dû à ça, cette hausse-là? C'est qu'on a plus dénoncé? C'est un peu ce que je vous racontais tantôt. Oui. C'est que les gens sont plus sensibles, justement, aux difficultés que les enfants y vivent. Donc, les gens signalent plus, ils dénoncent. Que ce soit la famille élargie, souvent, c'est qu'ils sont aux prises avec ça, ils ont cette information-là, ils ne savent plus quoi faire. Des fois, ils vont consulter le DPJ, voir est-ce que je dois signaler la situation de cet enfant-là. Les voisins sont plus à l'affût aussi des situations des enfants. Les gens vont appeler. Puis, que c'est quasiment mieux comme ça, de vérifier est-ce qu'on doit intervenir dans la situation de ces enfants-là. Puis, nous, on intervient à ce moment-là. Quand on parle d'intervention de la DPJ, très souvent, c'est sûr que je donne encore un exemple, c'est la mère qui dénonce son conjoint parce qu'il a soit abusé, en tout cas peu importe, avec l'enfant. C'est quand vous entrez là, en ligne de compte à ce moment-là, c'est quoi votre première intervention à la DPJ à ce moment-là? Nous, on travaille toujours dans les situations d'abus physique. Vous parlez particulièrement. Physique, oui. Par exemple, cette situation-là, c'est sûr qu'on travaille, il y a une entente multisectorielle qu'on appelle. C'est une entente qui est convenue entre le système de police, les systèmes de justice, les procureurs, le service de garderie, les écoles. Et on travaille conjointement avec ces gens-là. Mais dans une première intervention, à ce moment-là, on contacte notre collègue policier pour dénoncer la situation et on travaille toujours conjointement dans ces situations-là. Donc, on doit monter notre stratégie. Des fois, on rencontre les parents dans un premier temps. On rencontre l'enfant. L'enfant est conduit à l'hôpital aussi. Ça prend une diplomatie aussi oui, terrible. Oui, c'est ça. Ça prend beaucoup pas arriver chez le couple en question, puis bang, regarde, je prends ton enfant parce que... Non, c'est pas comme ça qu'on intervient. Pas, là, non. C'est pas comme dans les films. Ça, c'est dans les films qu'on entend ça. Ça, c'est dans les films. Mais là, on n'est pas là. On est dans la réalité. Là. En vraie vie, là, on rencontre les parents, on rencontre l'enfant aussi. D'une façon non suggestive, on va poser des questions à l'enfant, on va laisser libre cours de ce qui s'est passé. Puis, on fait une intervention. Des fois, on interpelle la famille élargie pour s'occuper de l'enfant. Si, exemple, on doit protéger l'enfant, qu'on ne peut pas le retourner à la maison, on va toujours privilégier le retour à la maison si c'est possible. Mais si c'est pas possible, on va demander à la famille élargie dans un premier temps. Une connaissance, une personne significative à l'enfant. Puis, en dernier recours, si on doit faire un placement, on va l'effectuer, mais toujours en collaboration avec les gens du milieu. OK. Le thème principal de la DPJ cette année, c'est « La violence change l'enfance ». Et quand, dans les notes ici que j'ai reçues, on marque qu'en plus des ecchymoses, des brûlures, des traumatismes crâniens, l'abus physique entraîne parfois des retards de développement, au pire, la mort. C'est qu'il n'y a pas des conséquences seulement physiques à un abus physique. C'est ça, exactement. Il y a des conséquences qui sont plus au niveau émotif aussi, relationnel, cognitif. Les enfants ont des difficultés de développement au niveau des connaissances. Les enfants ne réussissent plus à l'école. Il y en a qui ont des traumatismes suffisamment importants pour avoir des handicaps. Donc, les enfants sont brimés dans leur intégrité. Parce qu'on dit que l'enfant va vivre également de l'anxiété. Il va venir un temps que l'enfant va se méfier des adultes autour de lui. Il va avoir peur. La peur est incrustée. Puis aussi, on peut avoir des comportements inverses. Si l'enfant est un peu plus vieux, on peut voir des comportements de violence de l'enfant. Il va devenir agressif lui-même. Puis, les comportements de peur ou de soumission est très présent aussi. Je mets une situation, là, si vous recevez un appel de parents qui vous dit, moi, là, regarde, je suis plus capable, mon enfant, ça fait 8 heures qu'il n'a pas arrêté de pleurer, je suis plus capable, quel sera ou seront les premiers conseils que vous allez donner à cette femme-là ou à cet homme-là, aux parents en question? C'est sûr, dépendamment de la situation, parce qu'on ne sait pas quel âge qu'il a l'enfant. Mais disons que l'enfant peut-être un poupon. Si c'est un poupon, il pleure beaucoup, on va lui demander, regarde, dépose-le dans son berceau. Comme vous avez dit tantôt. Un peu qu'est-ce qu'on disait. On va vérifier, on va parler avec le parent, puis on va envoyer quelqu'un intervenir pour vérifier qu'est-ce qui se passe avec eux.
Puis des fois, il faut vérifier aussi parce qu'ils peuvent avoir déjà un suivi avec le CLSC, avec l'infirmière du CLSC. Il faut vérifier, est-ce que l'enfant a des maladies? Qu'est-ce qui fait qu'il pleure comme ça? Y a-t-il un problème de santé? C'est un peu ça qu'il faut aller vérifier. Moi, j'en ai eu, des enfants. On dit qu'un enfant ne pleure pas pour rien. Non, c'est ça. Il y a souvent quelque chose. Ça veut dire que l'enfant pleure, il a faim, il a soif. C'est ça. Il n'est pas changé. On peut avoir 1001 raisons. C'est un peu ça que je vous disais tantôt avant de prendre les nerfs. C'est ça, il faut regarder. Oui. Est-ce que l'enfant a soif, il a faim? Il faut regarder, il est peut-être changé de couche, il est peut-être juste mal à l'aise, mal placé. Mais là, des couches à ça, avec des aiguilles, il n'a plus, là, avec des épingles. Là, mais c'est ça, mais aussi, l'enfant, il est tanné d'être touché. Ça peut être plein de choses aussi. Là. Il fait peut-être de la fièvre. Il parle pas, lui. Hein? C'est ça. Il parle pas. Il faut deviner, hein, les parents. Là. Est-ce que, Madame Lemieux, les abuseurs sont des malades? Souvent, les gens auraient tendance à dire ça, mais en fait, malade, c'est un grand mot. Bon, disons, mais je vous dirais que c'est des gens qui ont des besoins. Oui, ils ont besoin d'aide. Les gens qui posent des gestes irréprochables, en fait, là, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de vérifier qu'est-ce qui fait qu'ils ont agi comme ça aussi. Parce que des fois, c'est par manque d'habileté, de capacité, par problème de santé mentale, mais aussi, c'est souvent, c'est des parents qui sont dépassés par les situations. Si on parle principalement des abus physiques, ils sont dépassés, ils souhaitent éduquer leur enfant, ils manquent de moyens, l'enfant ou ne répond plus à leur autorité, c'est souvent ça qui arrive, là. On parlait de l'âge moyen des enfants tantôt qui étaient abusés, mais si on parlait de l'âge moyen des parents qui abusent des enfants. Il n'y a pas de données réellement. En tout cas, moi, j'en ai pas en ce moment. Par contre, dès que tes parents, nous, on en rencontre de tous les âges des parents, que ce soit entre 18 et 45, 50 ans, alors que les enfants, c'est la même chose aussi, là. Madame Lemieux, dans les notes que je recevais, on dit que tout le monde est à risque de secouer un bébé. Oui. On peut devenir dépassé rapidement, peu importe la classe sociale. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Il manque de moyens, oui. Un parent fatigué, un bébé qui pleure beaucoup, un bébé malade est plus propice à être secoué, malheureusement. Mais il faut demander de l'aide. Ça, c'est important. Avant que l'irréparable se produise. Se produise, effectivement. Parce qu'on peut aller jusque-là. On peut aller jusque-là, malheureusement. On en a vu. Vous en avez vu chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, en Abitibi-Ouest. C'est terrible. Il faut dénoncer, on l'a dit, les personnes qui sont témoins d'abus physiques, moraux, peu importe, d'abus envers les enfants. Il y a un numéro à composer. Oui. Dans un premier temps, les gens qui voient des choses inacceptables, on peut tenter de vérifier avec le parent. As-tu besoin d'aide? Ces choses-là. Mais si on est moins à l'aise puis on a besoin d'aide, il faut contacter le numéro de la protection de la jeunesse qui est le 1-800-567-6405. À ce moment-là, c'est des gens qui prennent votre appel, vérifient l'intervention à faire avec les parents. Puis à ce moment-là, il envoie une équipe d'intervention si il pense que le développement ou la sécurité de l'enfant est compromis. Et ce sont des gens auxquels on peut faire confiance à 100 %. Oui, c'est des gens qui sont dévoués, oui, puis aussi qui ont une formation pour intervenir auprès des enfants et de leur famille. Alors, on répète le numéro si vous en avez besoin. Ne vous gênez surtout pas. Si vous avez besoin d'aide, surtout, à la place de s'en prendre un petit poupon à un enfant, bien, avant que l'irréparable se produise, appelez à 1-800-567-6405. Madame Lemieux, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis, on espère que vos interventions vont continuer à porter fruit. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.